écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue dans le podcast Le CRFMV en jase, le balado qui jase à la communauté militaire. Et pour ce faire, nous avons des entretiens toujours privilégiés avec, par exemple, des intervenants de votre centre de ressources pour les familles militaires. On jase aussi avec des familles, des proches des militaires, pour mieux comprendre leur réalité qui est si particulière. On jase aussi souvent avec des vétérans, avec des militaires actifs. Et tous nos podcasts, là, si c'est le premier que vous attrapez, là, vous allez pouvoir faire le plein puis aller faire un tour avec tout ce dont on a jasé au fil des années, entre autres sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play et aussi sur YouTube. Mon invité aujourd'hui, c'est un invité très spécial avec un parcours qui est fascinant et surtout des idéaux qui l'ont mené à évoluer dans les Forces armées canadiennes. Bonjour, adjudant Jean Larosa. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Vous avez une voix extraordinaire. Merci beaucoup. Je cours sur mes volumes. D'habitude, j'en mets toujours plus parce que les gens parlent pas. Vous avez une voix très imposante, une bonne voix. Oui, mais je suis un homme très doux. Oui, j'en doute pas. Monsieur Larosa, vous vous êtes enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 2007. À ce moment-là, vous aviez un objectif duquel vous n'avez pas dérogé pendant près de 18 ans de carrière à évoluer dans les Forces armées. C'était celui de faire une différence concrète dans le monde. Puis quand j'ai entendu parler de ça, M. Larosa, j'ai tout de suite voulu vous rencontrer puis en savoir plus sur vous. Donc, merci d'être là ce matin pour nous parler de votre parcours et de vos idéaux. J'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous. Vous êtes un militaire en ce moment en processus de transition. J'aimerais ça savoir, vous en êtes où, M. Larosa, par rapport aux Forces armées? Malheureusement, justement, je m'en vais vers ma fin de carrière qui sera au mois d'avril 2025. Alors maintenant, je suis dans un processus de transition qu'on appelle. C'est que je ne suis plus opérationnel, je ne suis plus dans une unité d'opération, ce que j'ai toujours été dans ma carrière. Alors, je suis dans une unité qui s'occupe de moi pour me préparer à ma seconde carrière, qui va être ma retraite, puis me préparer à ça. Quelles étaient vos fonctions quand vous étiez au sein des forces de façon active? Alors, moi, je suis un technicien de mouvement. Alors, pour vulgariser ce que je suis vraiment, c'est que c'est toutes les ouvertures et les fermetures des opérations des Forces armées canadiennes dans le monde. Les gens n'ont pas entendu l'entretien qu'on a eu avant l'enregistrement, c'est normal, mais je vais dire à haute voix ce que je vous ai dit à vous avant l'entretien. Les questions que je vous pose, parce qu'on va entrer peut-être dans des portes qui sont un peu plus délicates, un peu plus compliquées, des endroits où vous n'avez peut-être pas envie d'aller. On peut en tout temps dire, regardez ça, je vais garder ça pour moi. C'est ma vie privée ou j'ai pas envie aujourd'hui de le partager peut-être une autre fois. Donc, ne vous gênez pas. Monsieur Larosa, vous êtes autorisé là, à mettre un frein et à mettre un haut là au moment que vous le souhaitez. Vous êtes d'accord avec ça? Aucun problème. Donc, comme vous êtes au centre de transition, vous allez devenir vétéran. Ce qui vous a mené au centre de transition, c'est une blessure. Est-ce qu'on parle d'une blessure de nature physique ou une blessure de nature psychologique? Bon, premièrement, le mot doit être mis au pluriel. Ce sont des blessures. Oui. Qu'ils soient physiques ou au niveau mental. Alors, comme je vous ai dit, dans mon métier, il y a plusieurs lignes qui sont soit travailler dans un niveau de bureau ou travailler dans des niveaux de déploiement, ce que j'ai fait toute ma carrière. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau physique. Alors, j'ai eu de multiples opérations. Je suis reconstruit de toutes pièces avec les miracles de la technologie, mais aussi j'ai des petits amis de temps en temps dans ma tête. Alors, je vais chercher un soin de ce côté-là qui soit pour mon niveau physique et mon niveau psychologique. Est-ce que vous avez une famille, des enfants, une conjointe, des gens proches de vous? Justement, le centre de la famille, pour moi, je ne suis pas venu souvent parce que je n'ai pas de famille. J'ai une famille, j'ai une mère que je suis aidant naturel pour elle et j'ai 2 sœurs aussi, mais j'ai une de mes sœurs qui habite en Europe. Alors, mais nous sommes, malgré tout ça, nous sommes une famille très, très, très proche. Mais je n'ai aucun enfant et je n'ai pas de femme non plus. C'est une parenthèse qui est intéressante et que je voudrais faire aussi, parce que c'est vrai qu'on s'appelle le Centre de ressources pour les familles militaires, mais vous savez,
Monsieur Larosa, vous êtes le bienvenu tout le temps. T'sais, enfant, pas enfant, même si on parle de famille, tout le monde a un proche, tout le monde a quelqu'un important, parce qu'on parle pas toujours de lien de sang. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est important pour nous, qui est proche de nous. Donc, je le dis à vous, mais vous le savez déjà, mais je le dis aussi aux gens pour l'information des gens qui nous écoutent. Donc, quand vous entendez parler du Centre de ressources les familles, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes les bienvenus. Donc, à partir du moment où on a des gens qui nous aiment, qui se préoccupent de nous, bien évidemment, vous êtes les bienvenus dans nos murs. Donc, quels ont été les impacts, les gens autour de vous? T'sais, même si votre sœur est en Europe, vous êtes des tricotés serrés, là, vous êtes sûrement des gens qui se tiennent au courant. Puis c'est probablement encore plus difficile quand on est loin. Comment ils ont réagi à ce qui vous arrivait? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'en parler? Est-ce qu'ils ont eu besoin peut-être de même communiquer avec le centre ici? On parle de la transition? Oui, bien, enfin, des blessures qui vous atteignaient. Non, les blessures, pour moi, ça fait partie de ma vie. Je veux dire, on parle de 5 opérations dans la colonne vertébrale. On parle de la fusion de la colonne vertébrale. On parle des genoux refaits. On parle justement, pendant que je vous parle, je sors d'une opération pour une prothèse complète d'une épaule, puis j'attends de faire la prothèse pour l'autre épaule. Mais mon objectif de vie était me faire opérer, récupérer et repartir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que ce sont tous des blessures qui ont un lien avec votre vie militaire? Oui. OK. L'armée m'a toujours aidé à ce moment-là, mais j'étais vraiment celui qui dit « opérez-moi pour que je puisse partir le plus vite possible ». Alors moi, mes opérations sont toujours été dans ma tête des opérations de reconstruction pour être sûr de repartir. Quand vous dites repartir? Repartir en mission. Okay. Pour moi, c'était ça. Arrangez-moi ça au plus sacré. Arrangez-moi ça pour que je parte pour une prochaine mission. Et c'est à partir de l'accumulation des opérations que les médecins ont décidé de dire peut-être que tu devrais regarder une autre avenue. À savoir, peut-être pas nécessairement retourner dans votre unité. Peut-être que faire des chirurgies pour toi, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais maintenant, les prochaines chirurgies pourront peut-être t'aider pour passer à une autre vie, qui est la retraite, justement, prendre ça plus tranquille, puis faire des activités personnelles. Oui, il y a quelque chose que je me demande avec les diagnostics des médecins, quand il est question de blessures par rapport aux opérations dans l'armée, tout ça. Quand un médecin commence à vous dire ce qu'ils vous ont dit, il faudrait peut-être commencer à penser à se diriger vers la retraite ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une suggestion ou est-ce que c'est une information qu'on vous donne? Je veux savoir, dans le fond, si vous avez le droit de dire non. Oui, j'ai le droit de dire non à tout moment, comme j'ai fait toute ma carrière. Sauf que, rendu à la fin, ça peut devenir un problème aussi pour le médecin. Parce que, admettons, on peut donner des injections pour endormir les douleurs. On parle des injections de cortisone. Mais quand on donne des injections de cortisone à plusieurs fois, ça peut devenir aussi pour des problèmes pour le médecin, de dire le médecin, il y a des comptes à rendre, de dire ce gars-là, -là, tu es tout le temps en train de se donner des injections pour qu'il parte. Peut-être bien qu'il faudrait qu'on passe à un autre. Alors là, ça a été rentré dans ce sujet-là, qui est un sujet que je n'avais jamais pensé. Même aujourd'hui, assis ici, avec une prothèse à l'épaule, on m'appellerait, puis je repartirais cet après-midi. Moi, c'est encore très difficile pour moi d'accepter. Pourtant, j'ai toutes les conditions. L'armée s'est beaucoup améliorée avec les années. Ils s'occupent très bien de leurs militaires. Quand on rentre ici au centre de la famille, tout le monde est gentil avec toi, tout le monde s'occupe bien de toi, tout le monde essaie de répondre, mais le centre de transition est exactement la même chose. Tu rentres là, puis les gens veulent répondre à tes questions, veulent t'aider. Alors moi, quand je suis arrivé là, je voulais pas aller là. Je voulais pas m'en aller au centre de transition. Mais les gens, avec de l'aide extérieure et de l'aide de professionnels, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je regarde les étapes une à la fois. Puis maintenant, c'est là que je suis rendu. Ma prochaine étape sera ma libération. Puis je pense que quand ça va arriver, les gens m'auront très bien préparé. Puis je veux juste faire une parenthèse.
si c'est rendu aussi bien que ça, faut jamais oublier qu'il y a un grand homme, qui est le général Roméo Dallaire, qui a fait une grosse emphase sur les centres de transition puis les centres de la famille pour faire comprendre que c'est important. Que c'est important que des fois, on a des militaires qui ont besoin d'aide. Dans l'armée, lève ta main maintenant, puis on va t'aider. Les tatous, les gros bras, ça a passé, ça. J'ai eu les deux. J'ai encore les tatous, les gros bras un peu moins, mais j'ai tout eu ça. Sauf que un jour, j'ai décidé de lever la main, puis que ce que je voyais venir, comparativement à mon travail, que j'ai étudié pour ça, j'ai fait le meilleur de mes connaissances, je suis arrivé au grade d'adjudant, une grande fierté pour moi, mais dans ma vie personnelle, pour passer des étapes comme ça, j'ai voulu aussi faire comprendre à quelqu'un de plus jeune de dire « J'ai le droit de lever la main. J'ai le droit de dire « J'ai mal. » J'ai le droit de dire « Je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai besoin d'aide. » Puis les ressources, on les a tous. Mais il y a un geste à faire, puis c'est lever la main. Puis je l'ai fait. Et je vous félicite de l'avoir fait. Oui, puis c'est pas, c'est ça, c'est pas facile. J'ai été élevé à la vieille école. Je veux dire, le Paradis Square de Valcartier, je l'ai balayé à plusieurs reprises seul, comme punition, des vendredis après-midi. Mais c'est ça, c'est de montrer à la nouvelle génération de jeunes que, OK, ouais, ce gars-là, il l'a eu dur, mais il était capable de lever la main puis de dire cette étape-là, je suis pas capable de la passer tout seul. Ouais. J'ai besoin de professionnels. La famille, oui, la famille, ils vont toujours t'aider. J'ai une très bonne famille. Mais ça ne sera pas toujours les réponses que tu as besoin d'entendre. Tandis que aller chercher de l'aide extérieure va t'apporter probablement les réponses que tu as besoin. Puis si ces gens-là ne sont pas capables, ils vont être capables de te diriger dans le système. Puis moi, j'ai utilisé ces ressources-là. Puis aujourd'hui, je suis capable de parler de n'importe quoi. Puis j'ai encore beaucoup de peine en dedans de moi. Mais maintenant, je suis capable de gérer cette peine-là, de dire, écoute, les gens m'ont fait comprendre que j'ai le droit d'avoir une belle vie après. Alors, sauf qu'il faut que je me prépare. C'est ce que je fais en ce moment. Mais je peux pas oublier ce que j'ai fait dans l'armée. Je suis pas rentré dans l'armée pour le fun. Moi, j'avais des raisons de rentrer dans l'armée. Puis j'ai toujours tenu ça comme un phare. On va en parler des raisons qui vous ont mené aux Forces armées canadiennes. Vous aviez dans votre esprit l'idée de faire la différence dans le monde. Et là, je parle à un homme qui est proche de la retraite et qui a des blessures, parce que là, blessure avec un S. Là, on s'entend là-dessus. Absolument. Est-ce que vous avez touché à vos idéaux pendant votre carrière dans les forces? Par rapport à quoi? À changer, faire une différence positive dans le monde? Ben, j'ai voulu le faire moi-même. Moi, je suis pas... On peut partir du début. Alors moi, quand je suis rentré... Premièrement, je suis rentré très tard dans l'armée. Vous avez quel âge? Moi, je suis rentré à 36 ans dans l'armée. OK. Fait que j'avais déjà 2 amis qui étaient dans l'armée, qui avaient été des gars qui étaient des artilleurs, puis après, qui sont passés à des médicaux. Et ces 2 amis-là me disaient tout le temps, « Garde, Jean, t'es encore top shape. » Je travaillais à cette époque-là, je faisais beaucoup d'entraînement. Puis là, ils disaient, « T'es encore top shape, on a besoin de gars comme toi dans l'armée. Pense-y, réfléchis à ça. » Ces gars-là m'appelaient d'Afghanistan, là. Puis ils prenaient le temps de me dire que, tu sais, je serais bon pour ça. Fait que je me suis assis, j'ai commencé à écouter les nouvelles, à voir ce qui se passait en Afghanistan. Puis à chaque fois qu'il y avait un décès, c'était quelqu'un qui était plus jeune que moi. Je trouvais pas ça normal. Alors moi, j'ai dit, c'est beau, je signe, puis je vais aller en Afghanistan. Je veux prendre la place d'un jeune. À 20 ans, tu meurs pas dans un pays que tu connais pas. À 20 ans, tu fais le party. C'est ça que tu fais. Puis c'est bien correct. Ou tu étudies aussi. Ou tu travailles.
Mais c'est ça, la vie. C'est pas aller sauter sur une mine en Afghanistan. Alors moi, j'ai dit, mais ça, c'était une conviction personnelle. Je pouvais pas changer le monde à moi seul. Là. Vous le saviez? Oui, mais j'avais la conviction de dire, quand je vais embarquer sur le banc dans l'avion, ben je vais prendre la place d'un jeune. Vous étiez où dans votre vie à ce moment-là? Quand vous êtes dit, regarde, c'est pas normal, je regarde les nouvelles, moi, je devrais être là, puis je devrais, à votre façon, faire une différence ou à votre échelle. Vous étiez où dans votre vie? J'étais entre deux... j'étais dans une période où je me cherchais. Alors, je suis un fils d'Italien. Fils d'immigrant. Et naturellement, Italien de la restauration. Alors, moi, dans ma tête, toute ma vie, j'ai voulu faire la restauration. Alors, j'ai fait toute la première partie de ma vie, j'ai fait de la restauration du début, laveur de vaisselle, jusqu'à propriétaire d'un restaurant. Puis j'ai travaillé 10 ans avec mon père, qui était c'était très demandant, mais t'apprenais beaucoup avec lui. Alors, quand je suis arrivé au recrue, de me faire crier après, puis je trouvais pas ça si difficile que ça, parce que j'avais connu mon père qui était très exigeant. Il ne criait pas, mais il était très exigeant. Oui. Puis j'ai un remercie pour ça, parce que dans ma vie personnelle, il m'a appris les choses de la vie. Puis j'avais ma mère qui me donnait l'amour de l'autre côté. J'ai eu l'amour de mon père aussi, mais d'une autre façon. Garçon, père, fils. Oui. C'était comme ça, mais très, 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 très bonne famille. Et après, j'ai décidé d'ouvrir mon propre restaurant avec des associés, ce que mon père m'avait déconseillé. Puis, c'est ça, malheureusement, il s'est passé quelque chose avec mes associés, puis je me suis ramassé à la rue. OK. Puis, c'est là que j'ai dit... quand les gens disent pas avoir d'argent, là, je sais c'est quoi pas avoir d'argent. Donc là, vous avez connu une faillite? Pas une faillite. J'ai payé un restaurant que j'avais pas. Ah, OK. Il y a une différence. J'ai jamais fait faillite. Mais disons-nous qu'à cette époque-là de votre vie... J'ai perdu mon premier rêve. Ben oui. Voilà, c'est mon premier rêve. Le rêve j'avais travail étudiant, travailler dans un restaurant. Travail d'été, travailler dans un restaurant. Tout le temps. Aller à l'école, après décider que j'aurais pas la même la scolarité que mes sœurs, j'aimais moins l'école. Pas de problème. Marché du travail, la restauration. Discussion avec mon père. Est-ce que tu veux devenir propriétaire? Oui, tu dois savoir tout de la restauration. Et l'étape qui te manque, c'est faire la cuisine. Alors, moi, je savais pas faire la cuisine, mais travailler avec mon père, tu apprends. 1989, ça fait longtemps. Oui, je sais. J'épluchais pas une pomme de terre. Oui. 1994, je donnais des cours de cuisine. Yeah. Alors, c'était la haute cuisine, de très beaux moments. C'est indiscret de vous demander le nom du resto? Le restaurant de mon père s'appelait le Café d'Europe, 47 ans. Puis moi, j'avais le Bella Rosa. OK. Qui était ici à Québec. Puis, c'est ça. Après, il est arrivé cette épreuve-là. Ensuite, naturellement, j'avais beaucoup de connexions. J'ai fini ma carrière au Capitole de Québec comme maître d'hôtel, mais j'avais plus la passion. La restauration, si tu n'as pas la passion, tu peux pas faire ça. Là. Tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an. Oui, il faut être dédié. C'est comme dans l'armée. Mon métier, c'est 365 jours par année. Fait que c'est exactement la même chose. Alors, j'aimais plus ça. Puis là, il y a eu les quelques années de recherche de moi-même. À savoir, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je suis devenu entraîneur dans des gyms, tout ça. Et est arrivé mes copains, qu'on avait travaillé ensemble dans une certaine période. On avait travaillé ensemble. Puis là, il est arrivé la décision de dire, OK, quel chemin je dois choisir? Il y a eu les tentations aussi, là. Je suis vraiment un gars qu'on peut dire
la définition d'un mâle alpha avec la testostérone. J'ai fait tout ce qu'un gars peut penser de faire. Aujourd'hui, quand je vais m'asseoir le 23 avril puis dire « je suis rendu un vétéran », il n'y aura jamais la phrase « j'aurais donc pu » ou « j'aurais donc dû ». Ah, c'est bien. Ça va être plus « viens ici, je vais te raconter une histoire ». Ouais. Que ça soit beau ou moins beau. J'ai décidé d'explorer tous les champs que j'ai faits pour revenir sur la ligne droite puis décider d'aller dans les Forces armées canadiennes. Vous êtes entré dans les forces et vous aviez des amis. Donc, les gens qui vous ont appelé d'Afghanistan et tout ça, c'était des potes, c'était des... C'était des chums qui étaient déjà allés en Afghanistan, qui étaient des médicaux. Alors, oui, c'est bien beau lever ma main et dire « OK, je vais aller dans l'armée ». Oui, mais c'est quel métier que je veux faire? Ouais. Alors, c'est sûr que quand je suis arrivé, c'était exactement comme on voit dans les films. Moi, j'avais les cheveux longs. Puis, oui. je suis arrivé, on me au centre de recrutement, on me rasait la tête comme on faisait, mais je savais pas quel métier. Puis c'est là que mes amis m'ont dit, le plus beau métier des Forces armées, c'est technicien de mouvement. C'est le plus beau métier. Pardonnez-moi le cliché, mais les cuisines vous ont pas interpellé? Non. Vous vouliez pas être cook? Non, être un cook dans l'armée, c'est pas être un chef cuisinier. Je comprends, mais il y avait quand même des aptitudes que vous auriez pu avoir. Oui, mais c'est pas... Non, ça m'intéressait pas. C'est comme ça. Quand j'ai pris des décisions, on disait au niveau de la restauration que j'avais les mains magiques. J'avais pas besoin d'un livre de recettes. J'avais juste besoin que tu me dises qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Puis c'est ce que je faisais après. Mais après, j'ai perdu ma magie. Ah oui. C'est avec une tristesse. Oui, c'est ça, c'est comme une peine... Peine d'amour. Peine d'amour. Toute ta vie, tu as travaillé pour faire ça. Ouais. Puis du jour au lendemain, tu n'as plus rien. C'est quand même assez dur à accepter. Je comprends. Alors, dans l'armée, jamais j'ai dit... J'ai mangé mes rations, j'ai mangé des repas froids, j'ai mangé des sandwichs pas de croûte, j'ai mangé du steak pas cuit quand j'aurais pu faire un grand gala avec ça. En 18 ans d'armée, juste 2 fois, j'ai dit au cook, ça c'est trop beau, tu touches pas à ça, moi je vais faire quelque chose. Puis là, il disait, voyons, t'es technicien de moi, laisse faire. Puis là, ces 2 fois-là, j'ai fait un gala. Puis je suis sûr que tous les soldats qui étaient là, on les appellerait, puis ils s'en souviendraient encore. Quand vous me parlez d'une peine d'amour avec le milieu de la restauration, avez-vous ce sentiment-là, pas quelque chose de pareil, mais quelque chose peut-être de semblable avec le fait de quitter les forces? Absolument. Absolument, parce que j'ai dédié ma vie, mon corps, ma santé aux Forces armées. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Plusieurs fois, parce que moi, comme je vous disais, je travaille beaucoup avec les avions, avec les horaires des avions, tout. À plusieurs reprises, c'est t'appelles, puis tu te dis, OK, j'arrive demain. Puis là, après, ben, l'avion, elle n'arrive pas. Ben, je vais arriver juste dans 1 semaine. Puis là, après, t'appelles, puis ça... Je sais pas quand je vais appeler, je vais revenir. C'est pas toujours évident pour la personne qui est de l'autre côté. Puis ça, je peux comprendre ça. Fait que j'avais beaucoup de misère à gérer ça aussi. Alors, après avoir fait sûrement de la peine à certaines copines d'époque, que je m'excuse d'avoir fait ça, j'ai décidé que je me concentrais sur ma carrière, 100% dans ma carrière, puis j'étais très bien avec ça, je suis très bien avec ça, je suis très bien avec les décisions que j'ai prises, mais ma carrière est devenue mon amour. Le CRFMP en jase. Ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060.
Vos questions, vos commentaires à info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. Pour que la planète nous trouve plus facilement dans l'infinité du web, donnez-nous 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Écoutez la suite maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des missions que vous avez faites Oui. au fil de votre carrière? Donc l'Afghanistan, assurément. 2 fois. Puis, je veux dire, les missions, j'ai fait l'Afghanistan 2 fois, les Roumanies 6 fois, j'ai fait le Canada au complet, la Syrie, Chypre, Canada de A à Z, États-Unis. J'ai travaillé avec l'armée ukrainienne, l'armée roumaine, l'armée britannique, tous des exercices. J'ai fait beaucoup de pays. Juste pour donner on n'a pas besoin de faire une liste, mais admettons, mettre ça concret pour que les gens comprennent. 2021, la COVID était partout installée dans le monde. Puis durant ce temps-là, justement, il y avait des opérations qui se passaient dans le monde. Puis moi, j'étais opérationnel. Fait que je suis parti, j'étais en Alaska. Pour partir en Alaska, m'en aller en Afrique, pour rester en Afrique parce qu'on fermait le Burkina Faso, puis le Sénégal, pour ensuite partir de là, puis aller en Italie, parce qu'il y avait eu l'écrasement d'un hélicoptère, puis on avait perdu 6 frères d'armes là-bas. Puis je suis allé en Italie faire ça. Fait qu'on parle de, tu sais, j'ai passé de moins 50 à plus 50 à un accident où ce que tu perds des frères d'armes. Ça, pour moi, ben c'est ça. Fait que c'est ça mon métier. Puis j'adorais ça. Puis j'adore encore ça. Puis je l'ai dit et je le répète, ils sont mieux de pas m'appeler tout de suite, là, parce que s'ils m'appellent les prochaines 15 minutes, là, je pars. Je suis contente que vous me parliez de plusieurs destinations à travers le monde où vous avez mis les pieds. Vous allez pouvoir répondre sûrement avec beaucoup d'exactitude à la question que je me pose. Je me demande tout le temps comment, ça doit dépendre peut-être des pays, là, mais comment sont perçus les militaires canadiens ailleurs? Ça, c'est un excellent point. Quand tu portes le drapeau canadien, partout où je suis allé, je fais dans ma vie personnelle des présentations dans des écoles où je raconte une histoire. Puis, des fois, je parle aux jeunes en leur disant... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'armée ukrainienne. Les Antonov, qui sont les avions cargo les plus gros au monde. Fait que l'armée ukrainienne... Oui, l'avion qui a atterri à un moment donné. Exactement. Bon, nous autres, je travaillais souvent avec eux. Oui. Puis les Ukrainiens, c'est des bonnes personnes. Mais je parle pas ukrainien. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Ce que je dis aux jeunes, j'ai dit, peu importe où tu es dans le monde, moi, je parle toutes les langues du monde. Puis là, les jeunes me disent, mais comment ça, tu parles toutes les langues du monde? Parce qu'une poignée de main, un sourire, une accolade, un dessin, n'importe quel langage du monde. Puis partout où je suis allé, surtout dans les zones hostiles, je faisais comprendre aux gens, parce que c'est beaucoup par rapport au transport, nous autres, au transport de matériel, transport de troupes, c'est beaucoup autour de ça que je travaille. Alors, je travaille beaucoup avec nos armées alliées, c'est de leur faire comprendre que le Canada, c'est le plus beau pays du monde. Et ça trouve écho chez les terres étrangères où les soldats canadiens mettent les pieds? À chaque fois, je montrais... On porte des drapeaux sur nos épaules. J'arrachais le drapeau en fin de journée avec la personne avec qui je travaillais. Puis je donnais mon drapeau en disant « Canada is a good country ». C'est un beau pays. C'est vrai que c'est un beau pays. Parce qu'il y a des places où, justement, où on a vu la pauvreté, où on a vu la guerre, où on a vu des atrocités, où on a vu... Mais moi, c'est de montrer, de dire... que le Canada, malgré tout, on est un beau pays. Dans une de mes présentations, il faut que je fasse une présentation. Je fais une présentation sur l'Afghanistan. Puis, c'est au niveau du cégep, d'une école de littérature, qui ont lu le livre « Les hirondelles de Kaboul », qui est une histoire d'amour durant le régime taliban. Alors, eux autres, ce qu'ils veulent savoir, c'est voir la version de l'autre côté d'un militaire.
Puis, au début de ma présentation, je vais toujours faire comprendre aux jeunes, je leur montre les photos, j'ai des photos exceptionnelles. Je leur dis que durant toute ma présentation, on va apporter une Afghane de 4 ans avec nous, faire le voyage, retourner en 2010-2011. Pourquoi je fais ça? Parce qu'après, il arrive la question de dire « Ouais, mais à quoi ça sert d'être allé là quand aujourd'hui, il y a le régime taliban qui est de retour? Ouais. » Très bonne question. Sauf que pendant les 10 ans que nous, on était là, cette jeune Afghane, elle a pu rire, elle a pu grandir, elle a pu s'instruire, elle a pu se parfumer, elle a pu montrer son visage. Alors, toute mission que j'ai faite, fallait que j'apporte ce côté-là de moi, qui est « je fais pas ça pour rien ». Je retournerai, tous ceux qui sont allés en Afghanistan retourneraient demain matin pour aller aider ces gens-là. Mais notre pays a pris des décisions qui sont d'aller aider maintenant d'autres pays, d'autres gens dans la difficulté. Ça, c'est pas à moi à trouver si c'est bien ou mal. Mais pendant que je suis là, c'est de faire le mieux de moi-même. Monsieur Larosa, on va parler des écoles et de ce qui est arrivé dans votre vie pour que vous preniez cette tangente-là d'aller vouloir parler aux jeunes. Mais juste avant, on parlait de vos idéaux, on parlait d'être dans les forces pour changer le monde, faire quelque chose qui aurait un impact. Est-ce que l'armée, avec le recul que vous avez, était la bonne voie à suivre professionnellement pour vous? Absolument. OK. Quand je prends un choix ou une décision, j'ai pris, pas toujours, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais maintenant, avec les erreurs que ça m'a coûté, disons que les grandes décisions de ma vie, je les fais réfléchir. Toujours. Et là, vous êtes dans le processus de transition. J'aimerais savoir, parce que là, depuis quelque temps, vous allez visiter des écoles primaires, des plus vieux aussi, des plus grands, si j'ai bien compris. 2e année à Cégep. À Cégep. Et vous rencontrez les jeunes, vous leur parlez de votre parcours, vous leur racontez une histoire. Une histoire. C'est arrivé quand, ça, dans votre vie? Le désir de partager. Le processus, c'est pas parce qu'on décide demain matin qu'on parle à des jeunes que ça arrive. Il faut quand même préparer, il faut quand même approcher les écoles. Ça arrive quand, ça, dans votre vie? J'avais une bonne feuille de route, puis les gens disaient, tu sais, à chaque fois que je racontais une histoire, la façon que je racontais mon histoire, les gens portaient un intérêt. Alors, c'est là que j'ai décidé de dire, OK, maintenant, avec la vie que j'ai faite, qui est une vie quand même à 150... J'aime pas ça dire ça, parce que 100... Admettons, 100 est le chiffre parfait. Mais je suis obligé de dire que j'ai fait une vie à 150 000 à l'heure. J'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est ça que j'ai choisi. J'ai fait... c'est ça. C'était comme ça que j'étais. Et j'ai assez de parcours pour pouvoir te raconter une histoire. Je peux répondre à toutes tes questions. Parce que j'ai passé par là. Les belles et les bien belles choses. J'ai broyé du noir, mais j'ai eu beaucoup de beaux moments dans ma vie. Alors, je me suis dit, quand je fais mes présentations, à la fin de la présentation, s'il y a une ou deux personnes qui, un jour dans leur vie, vont pouvoir dire « Hey, je me souviens d'un gars qui était venu faire une présentation, puis il m'avait dit cette phrase-là. » J'ai réussi. Alors, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Je sais absolument pas. J'adore porter l'uniforme. Je suis un membre des Forces armées canadiennes. Je serai toujours un membre des Forces armées canadiennes, mais personne ne m'a aidé là-dedans. J'ai fait ça tout seul. Alors ça, c'était très important pour moi. C'est moi qui ai fait ça tout seul. Après, il faut que tu le présentes, parce que voir si tu dis pas des choses que les forces n'aimeraient pas. Mais il y a zéro propagande. C'est pas... Tu as une personne d'armée devant toi, mais c'est un gars qui va te raconter des histoires, qui va te faire comprendre. Moi, c'est démilitariser
les forces, te faire comprendre que être dans l'armée, c'est pas avoir un gun puis tirer du monde. C'est peut-être la perception qu'on les dit. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, eux autres? Les questions qu'ils vous posent, ça ressemble à quoi? Ça part de la question comment j'ai tué de personnes. Ah oui? C'est les petits-enfants, ils peuvent pas se retenir. Répondez-vous à ce genre de questions-là? Je réponds absolument à la réponse. Je casse, s'ils me la posent pas tout de suite, je la casse parce que c'est ce que je leur dis. Je leur dis, est-ce que je suis allé dans des zones où il y avait la guerre? Oui. Est-ce que j'ai tiré sur des gens? Là, je laisse un silence, puis je dis non. Puis après, je dis, est-ce qu'ils m'ont tiré dessus? Peut-être, mais ils m'ont manqué puisque je suis ici en train de vous parler. Ça a toujours été comme ça. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai pas besoin d'une arme pour être... c'est ça, il y a des gars et des filles qui sont entraînés pour ça. Puis Valcartier est une très belle base pour ça. On sait qu'on a 3 grosses bases opérationnelles s'il arrive un conflit dans le monde, qui est Valcartier, Petawawa, puis Edmonton. Et il y a des gens entraînés pour ça. Mais dans l'armée aussi, il y a le reste des gens. N'importe quel métier que tu peux penser, on l'a dans les forces. Alors, c'est toujours... on me pose des questions par rapport à ça, puis à la fin, ils ne voient plus un militaire en face d'eux, ils voient quelqu'un qui est venu faire une présentation. Oui, puis peut-être aussi, dans la réalité qu'on a ici, par exemple... Shannon et les environs, il y a beaucoup d'enfants de militaires et c'est peut-être quelque chose de plus accessible et normal. Mais il y a bien des enfants qui n'ont jamais vu de militaire de leur vie. Non, il y en a. Quand je rentrais dans les classes, il y avait peur. Mais à la fin de la fin, à la fin de la présentation, ils viennent te coller, puis ils sont contents, puis ils te montrent des trucs. Moi, c'est plus... Moi, pas ma force, mais... Chez nous, on m'a toujours enseigné de protéger les gens, de protéger ceux qui avaient besoin de plus d'aide. Fait que c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Fait que, tu sais, quand je vois des petits-enfants de même, tu sais, je leur dis toujours, vous pouvez dormir tranquille ce soir, on protège le pays. Il n'y a personne, il n'y arrivera rien à personne. Là. Fait que moi, pour moi, c'est de protéger ces enfants-là. Ça, c'est très important pour moi. Les enfants, c'est très, très, très important pour moi. Est-ce que vous sentez que votre rôle auprès des petits, en tout cas, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont chanceux d'être libres, justement, grâce aux forces armées? Absolument. J'ai une petite anecdote par rapport à ça qui m'a marqué quand même. J'étais, justement, on fermait l'Afrique. Il y avait eu un conflit armé. Puis on partait, puis après on fermait le Burkina Faso. Puis une fois que tout était fermé, quand je dis fermé, c'est fermer les camps, prendre le matériel, le transférer. Puis on transférait tout au Sénégal. Puis du Sénégal, ça partait, puis ça revenait au Canada. Alors, nous autres, moi, j'étais posté au Sénégal. Puis là, il fallait fermer une partie du Sénégal, dont on appelle ça un compound de munitions, dont un entrepôt de munitions qui était sur la piste d'aéroport. Fait que sécurisé, c'est très, très, très sécurisé. Pour faire une histoire courte, pour de faire ça, c'est des grosses poches de sable, là, très, très compactées, enroulées de métal, comme on voit dans les films, comme on a vu dans les films, puis tous ceux qui connaissent l'armée savent de quoi je parle. Alors, c'est d'affaire ces sacs-là, puis faire, justement, remettre le terrain comme il était avant. Puis je travaillais avec des jeunes enfants qui étaient locaux, parce qu'il fallait les surveiller. Ça, c'est une question de sécurité. Puis, j'avais dit à la sergent-major, la personne qui s'occupe de la discipline, que moi, je m'occuperais d'eux autres, tu sais, que je travaillerais avec ces enfants-là. Ils parlent pas notre langue, là. Ils parlent ni français, ni anglais. Ils parlent un dialecte que juste eux connaissent. OK. Alors là, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, puis... On continue, je travaille avec eux toute la semaine. Il arrive quelques petites histoires, ils voient que je suis capable de leur faire, tu sais, je suis capable de trouver de l'aide pour eux, de la nourriture, donner à manger, leur montrer que le Canada, c'est un beau pays. Puis à l'avant-dernière journée avec qui je travaille,
la sergent-major, la personne qui s'occupe de la discipline, vient voir où on est rendu dans les travaux. Puis là, je regarde les enfants, puis je leur dis, cette dame-là, c'est mon patron. C'est mon patron, c'est la personne, c'est mon boss, tu sais. Ben, ça a pris une fraction de seconde. Puis tous les enfants qui étaient là, qui travaillaient, se sont collés sur moi pour être protégés. Parce que pour eux, un patron, c'était leur faire du mal. Oh mon Dieu. OK. Alors moi, de voir ça, Ouais. j'ai compris comment Canada, c'est un beau pays. Puis j'ai compris pour qu'est-ce que j'étais pour eux, ces enfants-là. Alors, ça fait un choc pour le Nord-Américain qui voit ça, mais qui est capable d'aller, justement, qui est étudié, qui est capable de comprendre. OK, là, ils ont peur. Là, ils ont vraiment peur. Ils ont peur qu'il arrive quelque chose de mal, de très mal. Alors, ils savent que moi, je peux les protéger. C'est ça. Après, à la fin de la journée, j'ai fait un excellent travail. Pour moi, de moi à moi. C'est pas les forces qui m'ont enseigné ça. C'est moi, dans mon éducation de chez nous, de dire, je vais te protéger. Pendant que tu es avec moi, tu vas être protégé. Puis, vu qu'on est des Canadiens, le Canada, c'est un beau pays, on a de la nourriture, on va t'en donner. On va t'aider. On va aller donner de la nourriture à ta famille. On va donner des vêtements à ta famille. C'est ça, pour moi, qui est important. C'est donner aux suivants. Puis peut-être qu'un jour, ils vont se souvenir, eux autres aussi, qu'on est passé par là. Pendant qu'on était là, ils étaient protégés. Fait que ça a toujours été ça, ma doctrine face aux forces. Oui, votre idéal dont on parlait au début, c'est de changer le monde à votre façon. Exactement. Mais ça a toujours été là, ça vous a toujours habité. Toujours. Puis, savez-vous, il y a un mot qui me vient en tête souvent quand je vous entends depuis tantôt, là. C'est ambassadeur. Vous êtes un bon ambassadeur. Vous représentez bien les forces. Vous représentez bien notre pays. Tu sais, vous posez des gestes. Oui, mais vous êtes quelqu'un qui portait des gestes qui sont honorables. Vous vous comportez bien. Je veux dire, vous n'êtes pas gênant, là. Puis je trouve que vous nous faites bien paraître. Là, c'est mission accomplie, là, en ce qui concerne vos idéaux. Quand je porte l'uniforme, hein, des fois... Hein? Vous venez pas les portes aux vieilles dames à Place-Laurier, vous, là? j'ai appris à justement être poli puis à être encore un gentleman. Ben oui. Mais là, c'est la vie militaire. Disons que dans la vie privée, j'ai fait quelques petits... j'ai tombé. J'ai tombé à genoux. Moi, je viens des affaires de tough, là. Fait que, je compare tout le temps ça au sport comme la boxe ou les arts martiaux mixtes. Mais on va plus aller vers la boxe. Je me suis fait passer le KO à plusieurs reprises. Mais quand ça arrive, puis que t'es à terre, ben, c'est à toi de choisir. Ou tu restes là, ou ben tu te lèves, puis un pas à la fois. Un pas à la fois. Sans jamais regarder en arrière. Puis tu vas passer à travers toutes les épreuves de la vie. Moi, je l'ai fait, puis je suis pas meilleur qu'un autre. Mais je me suis fait un schéma. Comment faudrait que je passe à travers les épreuves belles et moins belles. Puis j'ai choisi ce côté-là. Puis aujourd'hui, je suis capable de parler de n'importe quoi, puis j'ai aucune gêne à parler de ça. Parce que je les ai quittés, mes démons. Et quand je portais l'uniforme, ben, les démons, ils n'étaient pas là. C'était comme faire une pièce de théâtre. Je mets mon habit, puis je fais le travail que j'ai à faire, puis j'essaie de le faire dans le meilleur de mes connaissances. Et c'est ça. Mais tu sais, des fois, dans la vie personnelle, il est arrivé des petits des côtés un peu plus sombres. C'est votre costume de super-héros? Super-héros avec quelques vis un peu partout dans le corps, mais un sort de super-héros peut-être. On va vous donner un petit verre de plutonium, là, vous allez voir ça, bien aller. Est-ce que... Je sais que vous m'avez dit que... Tu sais, je sais, là, vous m'avez dit, moi, j'ai pas de regrets. Moi, j'admire ça.
Puis je veux être comme ça, moi aussi. Regarder à un moment donné, là, par-dessus mon épaule, là, puis dire, hey, regarde, je sais qu'il est arrivé telle chose, j'ai pas de regret. Mais sans nécessairement regretter quelque chose, y a-t-il une affaire ou un coin de rue que vous auriez tourné différemment si vous aviez le choix? Si on vous donne une pilule, entrez-vous dans les forces. Tu sais, une pilule pour revenir en arrière là, à 34 ans, là, un an avant, là, mettons. Là. J'aurais rentré 5 ans avant dans les forces. Plus jeune, pourquoi? Parce que, comme je disais, ces 5 ans-là n'a pas été... c'était pas un beau 5 ans. OK. C'était aller voir les côtés sombres de la vie, puis tout ça. Alors, c'était pas... il m'a pas servi à grand-chose. J'ai pas appris grand-chose de ça. Alors, pour moi, 5 ans avant, puis j'aurais fait 5 ans d'infanterie parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, tout le monde pensait que j'avais fait de l'infanterie avant de faire mon métier. Parce que mon métier, c'est beaucoup des gens qui ont fait une seconde carrière, qui ont été dans l'infanterie avant, puis après, ils prennent comme seconde carrière technicien de mouvement. Monsieur Larosa, ça a été... une belle aventure, un parcours étonnant. Je le disais d'emblée, mais je pense que je me doutais pas à quel point. Vous en avez des affaires à raconter, puis j'ai l'impression qu'on a effleuré un peu les chapitres, mais qu'on pourrait en jaser pas mal plus longtemps. Puis, j'ai envie de vous donner rendez-vous à un moment donné pour une autre jasette, si ça vous tente. Absolument. Oui, vous allez être le bienvenu au CRFMV en jase. Mais en attendant, si on veut vous joindre, si on veut... vous jaser, vous inviter en classe, primaire, secondaire, cégep, une conférence, peut-être quelque chose de plus public. Comment on fait pour vous joindre? Alors, oui, j'ai deux... C'est très facile de me rejoindre. Premièrement, par numéro de téléphone avec un message ou m'appeler directement au 418-473-4734 ou par façon, si vous voulez plus écrire, c'est par courriel, c'est le jean.larosa.conférencier, aucun accent, @gmail.com. Facile comme ça. Puis si vous êtes en train de faire autre chose, des fois on fait ça quand on écoute un podcast, puis vous faites bien. Comme je vous le dis, les références vont être écrites dans la description du podcast. Donc, stressez-vous pas à noter. Là, tout ça, on s'en occupe. Et si vous voulez en savoir davantage sur nos services, moi, je vous invite à aller visiter le crfmv.com. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook aussi. C'est une excellente façon de nous suivre, savoir qu'est-ce qui se passe avec votre centre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quand il y a des ateliers. Vous allez savoir tout, dans le fond, au fur et à mesure. Et 418-844-6060 pour nous joindre. Et info@crfmv.com par courriel. Jean Larosa, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Puis on se dit à une prochaine. Ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.